explique donc l'aide que peut apporter le BIM pour faire face à la complexité et au délai de plus en plus important des projets. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, ce qu'on appelle le workflow, c'est-à-dire la manière dont les informations sont échangées, le travail progresse, etc., dans un système 2D, CAO 2D classique, celui-là, et avec donc le BIM, ce qu'il fait gagner du temps, c'est que le BIM, il consacre peut-être plus de temps au départ, mais ensuite, les délais et les coûts sont très réduits. Contrairement aux projets conçus et construit selon la logique CAO classique, c'est-à-dire que vous avez peut-être un départ plus rapide, mais ensuite les problèmes s'amoncellent avec un échange pratiquement impossible lorsque les projets sont très complexes, un échange parfois impossible d'informations. Donc si l'on s'interroge, ce qui est légitime, pourquoi devrais-je passer de la CAO au BIM? Donc il y a quelques éléments, je ne sais pas si je vais les dire, tout dépendra du temps, mais je vais tout dire, mais pourquoi devrais-je passer de la CAO au BIM? Donc le BIM permet aux maîtres d'ouvrage, architectes, ingénieurs, entrepreneurs de collaborer et d'ajouter des informations pertinentes très tôt dans le projet, lorsque les modifications n'ont pas encore de conséquences financières graves. Ça, c'est l'un des atouts les plus fondamentaux, parce que lorsqu'on raisonne, nous autres comme architectes, les plus grands problèmes à éviter en architecture, que ce soit sur le plan structurel, mais surtout sur le plan environnemental, tous ceux qui ont étudié, par exemple, l'abus climatique, l'environnement, l'energy conscious buildings, etc., adhèrent à ce principe, à savoir que si l'architecte arrive à prendre des décisions, les décisions les plus importantes, telles que tout simplement l'orientation, le coefficient factor, par exemple, la fenestration, l'orientation, etc. C'est des choses simples qui sont architecturales. S'il ne les prend pas, donc, ces décisions au début du projet, tout le reste, ça ne sera que des correctifs qui vont consommer beaucoup d'argent. Donc ça, c'est important. Le BIM permet de se rendre compte, avec un retour rapide d'informations, permet de se rendre compte de ces problématiques et de les corriger dès la phase initiale. Et ce n'est pas un processus linéaire dans lequel l'architecte il conçoit son projet, il arrive au projet d'exécution, ensuite il passe le reste pour le calcul de structure ou pour le calcul d'énergie. À ce moment-là, l'ingénieur en énergie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir calculer donc, les corps de chauffe ou calculer donc la climatisation nécessaire. Mais il n'y a pas ce débat qui permet d'arranger les choses au début. Donc, grâce à la réalisation d'un prototype ou une représentation virtuelle de ce qui va être construit, donc le BIM permet à un bâtiment d'être construit, testé, analysé en temps réel avant même le premier coup de pioche. Et grâce au BIM, il est possible de réaliser des bâtiments qui consomment moins d'électricité, sont chauffés et climatisés plus efficacement et protègent mieux leurs occupants. Des avantages pour tout le monde, pour les maîtres d'ouvrage aussi, les développeurs, c'est-à-dire les promoteurs. Durant les études de faisabilité de la conception, l'extraction des quantités du modèle donc BIM permet de vérifier très tôt si un projet respectera les critères financiers et les délais de construction. C'est-à-dire que très tôt, à travers la maquette numérique, on peut extraire donc tout ce qui est quantitatif, les matériaux, les coûts, etc., et savoir si réellement on est dans les budgets et on se met à l'abri des mésaventures, des avenants, des situations, etc. Le modèle virtuel 3D aide à la vérification des critères fonctionnels et environnementaux d'un projet. Il en découle une amélioration de la qualité des bâtiments. Cela est primordial quand on sait que l'utilisation d'un bâtiment représente 80% du coût total, etc. Voilà, donc je vais peut-être passer plus rapidement. Avantage pour les bureaux d'études, architectes et ingénieurs. Donc le modèle 3D, virtuel 3D conçu avec un logiciel BIM permet d'effectuer des visualisations précises à toutes les étapes du projet et est automatiquement consistant dans toutes les vues. Le modèle donc composé d'objets paramétriques, ce n'est pas des lignes, c'est des objets paramétrables, ne comportera pas d'erreur de géométrie, notamment suite à une modification. Les logiciels BIM permettent à tout instant de générer des plans 2D consistants entre eux, qui reflètent parfaitement le modèle virtuel à cet instant. Et enfin, le modèle virtuel BIM permet la vérification du respect des normes en vigueur et des critères du projet, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Les quantités et coûts de construction peuvent être extraites en temps réel.
à tout moment durant la conception. Cela permet donc d'avoir un retour immédiat sur les conséquences budgétaires et sur les modifications budgétaires d'une modification ou d'une variante. Les analyses et simulations des performances énergétiques et environnementales d'un bâtiment peuvent être réalisées très tôt dans l'étude, ce qui fournit l'opportunité de corriger la conception aux besoins. Donc je vais passer rapidement pour ce qui est des fabricants et des entrepreneurs. Juste ça je ne peux pas passer rapidement. Le BIM aussi commence maintenant à être pensé comme un outil très important dans la gestion du patrimoine. Et donc là, je pense à tous les chercheurs qui s'intéressent au patrimoine. Le BIM peut apporter beaucoup de choses parce que toutes les informations collectées durant la construction peuvent être insérées dans le modèle 3D et remises au propriétaire. Une fois qu'on a un projet de patrimoine donc sous BIM, on peut à tout moment accéder à n'importe quelle information et on s'épargnera les erreurs constatées dans les bâtiments du patrimoine, à savoir comment installer un système de climatisation sans toucher à l'architecture, etc., sans toucher au style, et c'est très important. Donc le BIM peut résoudre cette problématique ô combien importante. Le modèle 3D remis est une source d'information indispensable pour la gestion et l'opération des installations ainsi que lors des travaux d'entretien. Souvent, lors des travaux d'entretien, on n'a pas beaucoup d'informations sur le matériau qui a été utilisé il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc, la maquette numérique permet de surmonter ce problème dans la gestion du patrimoine. Et donc, il y a BIM et BIM, il y a différentes générations de BIM. Si on doit résumer les BIM actuellement existants sur le marché, donc il y a ce qu'on appelle le niveau 0, c'est pas le BIM, c'est la CAO classique, tel que 99% des concepteurs le font. C'est l'utilisation de logiciels de 2D classiques. Ils produisent des documents de 2D, même s'ils utilisent des logiciels qui sont paramétriques, par exemple, mais la manière de les utiliser, c'est une utilisation dans la logique 2D pour simuler les crayons et les calques. Donc ça, c'est le niveau 0 actuel. Même en Europe, c'est-à-dire qu'ils sont plus avancés que nous, mais il y a beaucoup de bureaux d'études, même en Europe, qui continuent de réfléchir, de penser, de concevoir selon cette logique. On passe le BIM 1. Le BIM 1, c'est un peu ce qui se fait dans certaines situations actuelles, c'est-à-dire qu'un mélange de 2D, des plans 2D, de CAO fait par AutoCAD ou autre, et une maquette numérique 3D. On appelle ça l'only BIM, c'est-à-dire faite par un architecte ou un concepteur isolé dans son coin, etc. L'only BIM. Le BIM en isolation ne veut pas dire produire des données de manière désordonnée comme pour la CO2D, les données doivent être structurées, c'est-à-dire répondre à une norme. Donc on ne peut pas chacun dans son coin concevoir des plans, monter des maquettes de beau rendu à travers 3ds Max et dire que j'ai fait du BIM. Non, il y a une structuration des informations très importante à respecter et cette maquette numérique doit pouvoir voyager entre différents cours d'état. Si elle ne peut pas voyager, ça ne sert à rien. C'est un BIM, c'est un lonely BIM qui se respecte, etc. Mais ça ne peut pas dépasser ce stade. Il n'y a pas de collaboration à proprement parler à ce niveau-là, car chacun publie et met à jour ses données individuellement. C'est-à-dire qu'on peut faire un projet sur AutoCAD, on peut faire un rendu 3D excellent sur 3ds Max, et on peut imprimer ça sous format PDF, ou sous format image, ou sous format n'importe quoi, et rester dans son coin. Voilà. Le partage électronique et la diffusion des plans, habituellement 2D, PDF ou fichiers natifs, entre les différents acteurs se fait via un environnement de données commun, comme par exemple Autodesk A360 et Graphisoft BIMX ou Trimble Connect. Ça, c'est des applications sur tablette pour l'échange d'informations. Par exemple, Autodesk a développé A360, c'est une application gratuite qu'on peut télécharger et voyager avec, et montrer par exemple différentes facettes du projet. Graphisoft Archicad a développé BIMX, c'est-à-dire celui-là je l'utilise, il est beaucoup plus sophistiqué. Et Trimble, c'est la compagnie qui a racheté SketchUp, donc elle a développé Connect. Ça, c'est des outils mobiles, parce que la mobilité aussi commence à investir le marché actuellement. Et le niveau, ça c'est niveau 1, niveau 2 de BIM, beaucoup plus important, beaucoup plus consistant, c'est ce qu'on appelle le BIM niveau 2. Donc ici, la collaboration est une réalité.
La collaboration est une réalité. Chacun commence par développer une maquette numérique 3D, architecte, ingénieur, MEP. Ensuite, l'échange se fait via le fichier d'échange IFC. Cet échange va permettre de combiner tous les modèles en un seul modèle unique ou fédéré. C'est avec ce modèle unique que seront effectuées les détections de conflits. Parce qu'il faut détecter le conflit. Si par exemple une conduite de ventilation vient donc percuter une poutre, ça c'est un conflit majeur. On ne peut le détecter que si on a un retour rapide de l'information de l'ingénieur MEP. Et donc, cet échange va permettre de combiner tous les modèles en un seul modèle unique ou fédéré. C'est avec ce modèle unique que seront effectuées les détections de conflits, par exemple. À noter que les IFC, même s'ils peuvent être utilisés au niveau 2, ne sont requis qu'à partir du niveau 3. Le BIM niveau 2 plus IFC est communément appelé niveau 2I. 2I, c'est-à-dire. Et le niveau 2 permet l'utilisation du BIM 4D et 5D. On va voir ce que c'est 4D et 5D. Ensuite, il y a le e-BIM, effectivement, c'est le dernier niveau, le plus performant, dans lequel tous les échanges se font de manière très bien huilée, très bien conduite. Voilà, donc c'est le niveau ultime, si vous voulez, des BIM, le niveau espéré par tout le monde. Même dans certains pays développés, on n'a pas encore atteint, sauf peut-être dans les pays scandinaves, dont on voit un projet qui a été réalisé en utilisant les BIM à la fin, si on a du temps. Et donc, ce BIM niveau 2 contient les éléments suivants. C'est un modèle graphique en maquette numérique 3D créé avec un logiciel BIM, Autodesk Revit, Archicad, Tekla, ou un fichier l'essentiel au format EFC. Les données non graphiques incluant par exemple des informations importantes pour l'utilisation et la maintenance de l'ouvrage. Par exemple, au Royaume-Uni, ils ont développé des normes, des standards, des normes. De la documentation, comme des rapports ou des dessins 2D, le format PDF est habituellement recommandé pour sa documentation. Donc, en plus des éléments ci-dessus, le niveau 2 impose des exigences suivantes. Les données doivent être structurées, c'est-à-dire ici, il faut un raisonnement, ce qu'on appelle une conception orientée objet, c'est-à-dire vous avez, c'est une spécialité en informatique, donc orienté objet, vous avez un objet, par exemple un poteau, qui possède des attributs, l'objet poteau peut posséder des sous-objets, etc. Le sous-objet peut hériter de certains objets de l'objet mère ou père, c'est ce nom, etc. Par exemple, voyez, ça, on appelle ça le niveau 3 qui est le BIM ultime. Et donc ce BIM-là est considéré par beaucoup comme le seul BIM. On va passer rapidement. Le BIM donc fonctionne de la 3D à la 7D. De la 3D à la 7D. Ça peut paraître bizarre. Donc dans la 3D, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près, bon, j'ai fait une traduction ici, à peu près. Donc les 3 dimensions géométriques, donc sans qui le BIM ne serait pas, donc qui permet des visualisations, des détections d'interférences, la préfabrication, les relevés de l'existant, le calcul des quantités. Donc c'est pas uniquement la petite maquette 3D développée par l'architecte dans son coin, c'est une maquette numérique complète. Complète qui comporte donc les éléments, l'architecture, les éléments paramétriques, paramétrables et leurs attributs, toutes les définitions. Si on met un poteau, on définit tous les attributs de ce poteau. Ensuite, la 4D, donc c'est tout ce qui concerne, c'est une donnée temps. On ajoute une donnée temps aux 3 données géométriques. Donc c'est quoi la donnée temps? C'est le planning, c'est la manière de concevoir le projet. Donc le planning, c'est l'organisation du projet. Donc on ajoute une donnée temps aux 3 dimensions géométriques, permet de lire les éléments géométriques avec une information temps ou un planning de construction, ce qui va permettre aux différents acteurs d'un projet de visualiser dans le temps la durée d'un événement de progression d'une phase de construction. La 5D, elle rajoute la dimension coût aux 4 dimensions précédentes. Il permet de lier les éléments géométriques à la contrainte temps à un coût et ainsi estimer les coûts de construction et obtenir un aperçu de la situation financière d'un projet à un moment donné. Bien sûr, toutes ces données évoluent. C'est un système dynamique. La 6D, donc,
traite de tout ce qui concerne le développement durable d'un bâtiment. Toutes les analyses énergétiques. Donc c'est un peu ce que vous faites au niveau du BIM peut s'intégrer à ce qu'on appelle la 6D. Et enfin, la 7D comprend donc les éléments du projet à tous les aspects de la durée de vie. Life Cycle Assessment. Donc c'est la durée de vie du bâtiment, la manière dont il vieillit, sa consommation d'énergie, ce qu'il rejette dans l'atmosphère comme CO2, la pollution, les émissions, par exemple, des matériaux utilisés dans la construction, des émissions radiatives, etc. Voilà un peu donc, le schéma des BIM. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait l'habitude de faire. Les logiciels, lorsqu'on parle, il y en a beaucoup, donc c'est juste comme ça. Donc on ne va pas mettre l'accent sur un logiciel au dépend d'autres. C'est-à-dire que pour l'architecture, on a Autodesk Revit, Architecture, on a Graphisoft Archicad, ils disent en anglais Archicad, ils disent pas Archicad. Nemetschek Allplan, Gary Technologies par exemple, Vectorworks, beaucoup de logiciels. Il y a aussi des logiciels très développés, Bentley Architecture, Rhino, qui sont des logiciels beaucoup plus pour des projets donc, un peu fous, des constructivistes qui permettent de modéliser des surfaces, double courbure, etc. Et puis la sustainabilité, vous avez le merveilleux Autodesk Ecotect, malheureusement, qui a été massacré par Autodesk. C'était un logiciel, le seul logiciel qui a été inventé par un architecte. Pour les architectes, je vais m'arrêter de 30 secondes pour pleurer à la Ecotect. C'est le seul logiciel qui a été inventé par un architecte, le Dr March, pour les architectes. Pourquoi il les a inventés? Ceux qui ont fait cours chez moi le savent. Il l'a inventé parce que il a mis dedans tout ce dont l'architecte a besoin durant les premières phases de la conception. Il n'a pas la prétention d'être un logiciel de simulation sophistiqués comme Terrain 6 ou comme les grosses cylindrées connus dans le domaine. C'est pas ça du tout. Mais c'est un logiciel qui vous permet, au niveau des phases de conception, d'éviter les grands problèmes. Parce que tous les problèmes, par exemple, concernant la durabilité, l'énergie, etc., ça se passe au niveau, comme vous le savez, des premières phases. Les crocodiles d'Autodesk on finit par racheter vous l'avez racheté, tant mieux, développez-le. Ils l'ont développé, ensuite, ils lui ont changé de nom, ils l'ont appelé Vasari. Ça a marché 1 ou 2 ans, ensuite ils ont peut-être vu que ça ne marchait pas, parce que c'est un logiciel, ça ne marchait pas. Question coût, ensuite ils l'ont complètement éliminé, ils ont inventé Green Building Studio, qu'ils ont mis dans le cloud. Vous connaissez la notion de cloud? C'est-à-dire que maintenant, vous êtes sur... C'est design builder. Comment? Design builder. Là, c'est pas design builder, c'est différent. C'est pas design builder. Ils appellent ça Green Building Studio. Green Building Studio, GBS. Ils ont développé même un format GBS XML. Donc, vous développez votre projet, vous l'envoyez sur le cloud, mais il faut payer d'abord pour réserver l'espace et la simulation. Ils vous font la simulation et vous la renvoient. Ça peut marcher aux États-Unis, là où l'Internet est très haut débit et gratuit. Mais ça ne marchera jamais chez nous. C'est pour envoyer un petit mail, on peut attendre 5 minutes. Voilà, donc... pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que le fonctionnement réel du BIM, le dernier niveau de BIM, il fonctionne en utilisant un serveur central. C'est-à-dire que supposons que l'architecte se trouve dans un coin, l'ingénieur de structure se trouve dans une autre ville, et l'ingénieur MEP se trouve dans une 3e ville. Tout l'échange se fait par un serveur central. C'est-à-dire que vous avez votre projet, vous concevez votre maquette numérique, vous n'envoyez pas toute la maquette numérique au serveur central. Vous envoyez juste la partie structure, qui est de moindre volume. Et donc, l'ingénieur de structure, donc vous lui envoyez un mail, il a le droit à ce moment-là, donc dans une logique de BIM Manager, peut donner l'autorisation à cet ingénieur donc de télécharger le fichier IFC qui concerne la structure, faire le travail et vous le renvoyez. Donc ça fonctionne comme ça.
Le BIM, le iBIM, le dernier niveau, il fonctionne surtout en utilisant des plateformes Internet développées à travers un logiciel, à travers un serveur central. Mais l'échange peut se faire plus facilement à travers un réseau local. Par exemple, dans un bureau d'études, un réseau local peut résoudre le problème. Voilà différents logiciels. Je suis désolé d'avoir, on fait signe que le temps. J'aurais voulu vous montrer aussi une vidéo, mais c'est pas très grave. Juste un mot pour finir. En France, ils sont en train de travailler sur donc, les BIM pour les développer. Il y a une analogie avec la carte vitale chez eux qui me plaît beaucoup. Chez nous, ça s'appelle la carte Shifa. C'est-à-dire, lorsque vous concevez une maquette numérique, un BIM d'un projet, c'est comme si vous lui attribuez la carte Shifa. C'est-à-dire, normalement, c'est toutes les informations qui sont comprises dans cette carte. Donc ce passeport, donc, pour l'efficacité énergétique du bâtiment, donc, il y a ce qu'on appelle le passeport énergétique. Donc l'intégration du passeport énergétique sous une forme interopérable, c'est-à-dire que l'échange se fait très facilement, et donc permettant d'en faire une partie de la carte Shifa, les cartes vitales en France, la carte Shifa du bâtiment chez nous. Ces outils de simulation thermique dynamique travaillent en mode BIM pour évaluer avec précision les performances thermiques du bâtiment. Bon, pour la démolition, j'en ai parlé, mais allez, c'est pas grave. Voilà, j'avais aussi deux projets à vous montrer sur vidéo, mais comme le temps, peut-être qu'on reviendra sur ça, je vous montrerai une vidéo après dans les débats. Il y a une vidéo très intéressante d'un projet qui a été fait selon la logique BIM en Norvège, et comment les choses, comment ça permet de gagner du temps, de gagner des ressources, etc. Je vous remercie.